Allez, aujourd'hui, nouvel épisode et je suis avec Eric. Eric qui m'a contacté parce qu'il a une histoire qui est assez dingue. Et comme je le dis souvent sur le podcast, chacun est le bienvenu tant qu'il a une histoire à raconter. Et là, je peux vous dire que là, Eric, il va nous raconter une histoire qui est pas commune et que je ne souhaite pas à beaucoup d'auditeurs. Mais parce que c'est pas une histoire qui est quand même très très rigolote, mais bon, qui lui a servi quand même d'apprentissage et qui va nous partager ça aujourd'hui. Mais avant tout ça, avant qu'on rentre dans cette histoire qui t'est arrivée, Eric, comment vas-tu? Ben maintenant, je vais très bien. Comme ça évolue dans le bon sens, je vais très bien. Bon, parfait. Tu es où là en ce moment? Parce que je crois que tu m'as dit dans ton message que tu étais au Maroc, c'est ça? Oui, c'est ça. J'habite à Casablanca au Maroc où je suis né, donc j'ai passé la plus majeure partie de ma vie ici. Et j'ai une grande partie de ma famille qui y est aussi, donc voilà. Et t'as vécu en France pendant pas mal de temps aussi. Bon, j'ai vécu en France une dizaine d'années seulement. J'ai fait mes études, j'ai bossé un petit peu, et je me suis retrouvé au chômage, c'est comme ça arrive. Et je suis venu en vacances au Maroc, comme je connaissais beaucoup de monde, j'ai décroché un job, et puis voilà, depuis, je suis plus reparti. Donc je suis venu avec ma femme et ma fille, et puis on est installé maintenant ici depuis une trentaine d'années, quoi. Alors si je te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que j'ai 57 ans, que j'ai passé une grande partie de ma vie au Maroc, que j'ai toujours fait du sport. Mon père étant sportif, ma mère étant sportive, j'ai touché un peu à tous les sports. Je me suis mis à la course à pied tardivement, euh, parce que comme beaucoup de coureurs, j'avais horreur de ça. Ah, la classique. Voilà, la classique, hein, quand on fait des sports co, quand il faut faire des tours de terrain, personne n'aime ça. Enfin, il y en a pas beaucoup à ma connaissance. Et puis un jour, mon épouse m'a dit, écoute, j'aimerais bien faire quelque chose. Est-ce que tu veux courir avec moi pour m'accompagner? Et disons que bon, voilà. Je me suis dit, je vais l'accompagner. Et puis en fin de compte, j'ai pris le virus et et depuis, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années que je cours. Et maintenant, j'ai pris le virus et puis je cours plus qu'elle. Bon, elle court aussi. Elle fait pas mal de choses aussi avec moi, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses en commun, ce qui est agréable quand on est marié et femme depuis de nombreuses années. Et puis voilà, maintenant je suis accro et j'ai commencé par la route. J'ai toujours fait un peu de trail. Maintenant, je suis plus trail que route parce que bon, à 57 ans, les temps sur route, c'est plus tellement important, je dirais, et c'est plus difficile à atteindre. Donc bon, le trail est quand même plus souple. Ah, c'est la transition qu'on observe souvent, hein. Souvent, quand les chronos commencent à être un peu moins bons, on se dit bon, allez, on va aller chercher à augmenter un peu les distances, à aller découvrir de nouveaux paysages, à se faire plaisir sur des nouveaux formats. Toi, aujourd'hui, t'es plutôt sur l'ultra, j'ai l'impression. Bah écoute, ultra, je sais pas, c'est parce que tout dépend où on place l'ultra. Ma distance max, j'ai fait un 74. Mais bon, comme je t'ai dit un peu avant, mon objectif, c'était de faire la diagonale des fous. Donc l'année dernière, j'aurais dû passer par un 80, un 120, un 100. Et puis bon, suite à l'histoire que je vais vous raconter plus tard, ça a abrégé un peu tout ça. Donc je repars sur des bases différentes, je dirais. C'était quoi le sport pour toi dans ta vie, dans ton enfance? Il y avait tes parents peut-être qui étaient sportifs aussi ou pas trop? Si, mes parents étaient sportifs, ils ont toujours fait du sport. Ma mère a joué au volley à assez haut niveau. Mes oncles ont fait partie de l'équipe de volley du Maroc à l'époque. Mon père a toujours fait du sport aussi, donc depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport. Ça fait partie de ma vie en fin de compte. J'ai jamais eu besoin de me forcer pour en faire et c'est presque un besoin parce que je sais que la première année, bon, au Maroc, on passe le bac ici et puis très souvent, on va faire nos études en France. Et quand je suis arrivé en France, je connaissais personne. J'ai eu un an où j'ai pas fait de sport parce que je savais pas trop quoi faire. Et c'était insupportable, quoi. J'étais énervé tout le temps. J'avais pas ma dépense d'énergie, donc ça allait pas du tout. Bon, après l'année d'après, j'ai trouvé quelque chose et ça a été beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que, alors voilà, on dévie un peu du milieu du sport, mais pourquoi est-ce que au Maroc tu passes ton bac et puis tu viens faire des études après en France? Parce que en tant que Français, on fait des études dans une école française
Et donc, par la suite, maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, il n'y avait pas d'école suffisamment intéressante pour nous. Donc, forcément, pratiquement 100% des Français repartent en France pour faire leurs études. Ok. Et tu t'as fait quoi comme boulot du coup? Écoute, moi, j'ai un bac plus 2. Après, je suis rentré, j'ai travaillé quelques temps en France. Comme je t'ai dit, j'étais technicien. J'ai fait du dépannage, du montage de grues à tours. Tu sais, les grandes grues de chantier là qui sont très hautes. T'as les trucs qui passionnent mon fils, ça. Quand il y a une grue qui se monte, alors là, il y a plus rien qui existe autour, tout le monde regarde. Bah, c'est ce que je faisais et puis je les dépannais, donc j'allais en bout de flèche. Enfin, là, il y avait de l'adrénaline aussi, hein, pas comme le sport, mais c'était quand même quand on se retrouve au bout d'une flèche à 50 mètres de haut et du vide dessous, voilà, c'était quand même assez. Mais bon. Et puis après, quand je suis rentré au Maroc, j'ai travaillé dans différentes entreprises et là, je m'occupe d'un service, enfin, je m'occupe du QSE, c'est la sécurité et l'environnement dans une entreprise suisse. Ce qui fait d'ailleurs rire certains de mes copains, me disant que j'ai fait une bêtise quand je suis allé dans la forêt tout seul, ce que je vous raconterai tout à l'heure, alors que je suis responsable sécurité, quoi. Hmm. Et c'est quoi là au bout de la flèche là exactement? Parce qu'il y a quoi à faire là-bas Au bout de la flèche, des fois, tu as des poulies. Tu as une poulie au bout de la flèche sur lequel passe un câble. Tu sais, sur la flèche, un chariot qui se déplace. Ben, ce chariot, il est relié à un câble qui passe par une poulie qui est tout au bout de la flèche. Et il arrive des fois que les roulements cassent sur cette poulie. Donc, il faut aller au bout pour démonter cette poulie et en mettre une neuve. Et Voilà. oui, et puis tu peux pas descendre tout le bazar Et voilà, pour c'est pas réparer ça, possible. quoi. Ah C'est ouais, pas chaud quand possible. même. Oui, oui, Ah, oui. en fonction de la taille de la grue, il y a pas intérêt d'avoir le vertige dans cette histoire-là. Non, non, non. Ça, par contre, ça fait partie des conditions avant de prendre un job pareil. Si tu as le vertige, c'est même pas la peine de l'imaginer, quoi. Ah, ça doit être intéressant quand même, hein. Petit côté travail en hauteur un peu. Ok, ok. Bon, et du coup, ça, t'as arrêté de faire ça, quoi. Ben, j'ai fait ça pendant 6 ans, 7 ans, je crois. Et puis après, l'entreprise a eu des problèmes, donc il y a eu des licenciements. Et puis je me suis retrouvé au chômage quelque temps. Je te dis, je suis venu en vacances au Maroc parce que ça restait mon pays, hein. Donc, et là, je discutais avec un ami chez son père. Et son père a entendu que je cherchais du travail et m'a proposé de venir. Et puis bon, voilà. Après, bon, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise pour arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Et là, du coup, le sport, maintenant, à ce moment-là, quand tu reviens au Maroc, ça a toujours une place importante dans ta vie? Oui, 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 Bah, quand je suis revenu ici, je jouais beaucoup au tennis, je faisais beaucoup de tennis. Quand j'étais en France, je faisais un peu des sports co, du tennis. Et quand je suis rentré au Maroc, c'était essentiellement tennis et surf. Je faisais énormément de surf tous les week-ends. Et la semaine, c'était plutôt tennis, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des vagues dans la Méditerranée? Non, parce que le Maroc, c'est côté Atlantique. Casa, c'est côté Atlantique. Le Maroc fait les deux, a une partie dans le nord qui est Méditerranée et la plus grande partie qui va de Tanger jusqu'à l'Aïoun, c'est l'Atlantique. Donc Ah, on est très très loin. c'était pour charrier les amis du Sud, étant breton, avec de bons spots de surf par chez moi. C'était juste pour remettre un petit taquet à tous ceux qui habitent dans la Méditerranée. Euh, Remarque, j'ai eu de très beaux surfs parce que quand j'habitais en France, j'ai habité sur Toulouse et j'ai habité sur Fréjus-Saint-Raphaël, donc Méditerranée, et j'ai eu quelques très beaux surfs, hein. Ouais, non, évidemment, non, mais c'était mon petit côté chauvin qui C'est ressortait. bon, ça. Ok, du coup, il t'arrive. Alors, chers auditeurs, faut savoir que j'ai pas posé beaucoup de questions à Eric. qui m'a raconté son histoire dans un texte qui était assez long quand même. Et depuis, j'ai dit, waouh, faut juste que je te reçoive en podcast. Tu vas nous raconter tout ça. Et j'ai pas posé plus de questions que ce que tu m'as écrit dans ton message. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette fameuse histoire, s'il te plaît, Eric? Bah, écoute, donc dans le cadre de ma préparation, comme je vous ai dit pour la diagonale des fous, je m'entraînais 5-6 fois par semaine et j'avais des sorties VTT. Comme j'ai un coach que tu connais qui est Eric Lavery, qui est très entraînement croisé, je fais beaucoup de VTT.
Et donc il y a une forêt qui est à pas très loin de Casablanca, qui est juste à côté de là où je bosse. Donc ce que je fais, c'est que très souvent je mettais mon vélo dans la voiture et je pars dans cette forêt. Si j'ai du VTT, je cours. Si j'avais des séances de course à pied, je faisais la course à pied. Ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que je vais dans cette forêt tout seul. J'ai jamais eu aucun souci. Et donc, ce fameux 12 avril 2023, je vais là-bas faire ma sortie. Il faut savoir aussi que c'était c'était le Ramadan, parce que ce sera important dans la suite de l'histoire. Je vais dans cette forêt, je sors mon vélo, je me prépare, je pars pour faire ma sortie, qui était une sortie de, je me rappelle plus trop combien de temps. Tout va bien. À un moment, je suis sur un petit chemin. Quand je suis en vélo, souvent, bon, comme on zigzague un peu sur les petits chemins, je regarde souvent derrière pour voir s'il y a pas quelqu'un qui arrive en vélo ou à pied ou en mobilette, parce que ça arrive qu'il y ait des gens en mobilette qui arrivent, pour voir si je les tape pas. Et donc, au loin, je vois une mobilette avec deux gars dessus qui se rapprochent de moi. Mais bon, c'est deux personnes qui roulent sur une mobilette, ça craint pas forcément, quoi. Et donc, ils arrivent près de moi. Et au moment où ils arrivent près de moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête pour les laisser passer. Ils me dépassent de 2 mètres, et là, c'était deux jeunes. Et ils descendent de la mobilette. Il y en avait un qui avait une barre de fer avec un... Alors, j'ai appris après il avait mis un casque au bout de la barre de fer qui faisait à peu près 1 mètre. Et l'autre avait une barre de fer sur lequel il avait soudé un plateau de vélo avec les dents, tu sais. Okay. Donc il descend et il vient pour m'agresser tout de suite. Donc moi je me protège avec mon vélo, je mets mon vélo, je relève. Enfin, j'ai eu la force de tenir le vélo à l'horizontale aussi sans me poser de questions. Il essaye de me taper, je me protège avec le vélo. Par contre après le deuxième est venu par derrière, il m'a mis au sol. Et après tu t'as plus de tu te protèges, quoi. Y a pas de... Tu penses qu'ils c'était préparé leur histoire, ou c'était mauvais endroit, mauvais moment, c'est tombé sur toi? Non, je pense que eux ils étaient en attente, si tu veux. Ils étaient en attente quelque part, ils attendaient que quelqu'un passe. Comme ils étaient armés, je pense que c'était prémédité tout ça. Maintenant, s'il s'est trouvé que moi j'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que c'est moi qui suis passé là. Ça aurait été un autre, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait eu ce problème, en fait, hein. Ouais, et c'est pas le tour que tu fais tout le temps à la même heure. Non, pas du tout. Souvent, ça arrive dans les agressions, c'est souvent ça, hein. C'est souvent le tour que tu fais tout le temps, tous les jours, à la même heure. Quelqu'un t'a repéré, il se met avec quelqu'un d'autre à cet endroit-là parce qu'il sait que tu vas passer à cette heure-là. Non, c'était pas ça. C'est pas le cas. Okay. C'est un endroit où je passe souvent, mais voilà, j'avais pas de sortie routinière. Donc c'était pas moi qui étais visé, quoi. Donc voilà, écoute, après ils m'ont tapé quand j'étais au sol. Pendant combien de temps, je sais pas, parce que tu vois, t'as pas de notion de temps, jusqu'à que je crie, parce que je me rende compte que j'avais ma jambe au niveau du tibia et du péroné qui était toute cassée, quoi. J'ai crié, parce que je parle un peu l'arabe, j'ai crié, vous m'avez cassé la jambe, et là, ça s'est arrêté. Ils se sont arrêtés, donc ils m'ont pris mon téléphone portable, ils m'ont pris, j'avais un petit sac à dos, tu sais, avec du matériel de secours pour les vélos, une chambre à air, quelques outils, ils m'ont pris ma montre, mes lunettes, j'avais des lunettes de soleil. J'ai essayé de leur parler pour leur demander qu'ils me laissent au moins passer un coup de fil, parce que je savais que j'étais loin de toute personne ou de l'endroit où les gens pouvaient me trouver. Je leur ai dit de me laisser le téléphone, de me laisser passer au moins un coup de fil pour prévenir ma femme ou quelqu'un. Bon, ils m'ont dit non. Je leur ai demandé qu'ils me laissent de l'eau. Ils m'ont dit non plus. Et ils sont partis. Donc ils m'ont laissé. Pour résumer, j'ai eu fracture ouverte tibia-péroné, fracture ouverte du cubitus, j'ai eu 4 côtes cassées, et après, comme il m'a tapé, tu sais, avec la barre de fer et le plateau, j'avais un peu des plaies, parce que les dents du vélo, ça rentre pas mal quand même.
Donc j'avais des plaies un peu partout. Mon casque de vélo, je m'en suis rendu compte après, était complètement fendu parce qu'il m'a tapé avec le tranchant du plateau du vélo. Par contre, si j'avais pas eu mon casque, je serais pas là en train de vous raconter mon histoire, quoi. Voilà. En gros, l'agression, ça a été ça. Ça a duré, impossible de te dire. Je sais que ça a dû arriver vers 15h15 par là, parce que je regardais ma montre en permanence. Tu sais, quand tu pédales, tu regardes où tu es, les heures. Enfin bon. Voilà. En gros, c'est ce qui s'est passé. Partant de là, il a bien fallu que je retourne quelque part pour qu'on me trouve, quoi. Donc, écoute, j'ai rampé. Enfin, j'ai rampé. Et tu sais, quand tu es assis et que tu t'appuies sur les mains derrière, tu sais, pour avancer. Comme si tu voulais monter les marches d'un escalier avec une jambe cassée, quoi. Tu vois, tu t'appuies sur les mains et tu glisses tes fesses. Tu t'appuies sur les mains, tu glisses tes fesses parce que ma jambe, enfin, je veux pas donner d'image particulière, mais bon, toi qui es pompier, tu as peut-être vu ce que c'était qu'une jambe, un tibia péroné cassé. Il y a plus d'armature dans la jambe, quoi. Donc, je veux pas non plus, je sais pas comment dire, mais bon, c'est comme si tu avais un bout de viande au bout du truc, quoi. Tu as plus de, le pied, il part dans tous les sens, en fait. Ça fait un peu un effet poupée, quoi. Voilà, c'est ça. Tu maîtrises pas ton pied, il y a plus d'armature, donc ça part à droite, ça part à gauche. Voilà, donc il a fallu que je, tant bien que mal, j'aille. Quand ils partent, tu te dis quoi? Je suis sauvé, Non. Comment je vais faire? Heureusement qu'ils m'ont laissé en vie. Même pas, j'ai juste l'instinct qui me dit maintenant il faut aller à la route. C'est tout. Il faut que j'arrive, que quelqu'un me trouve. Je réfléchis pas en fait. L'instinct, il te dit il faut aller à la route. Voilà. Donc partant de là, écoute, je me mets dans le bon sens. Et tu avais pris conscience de la gravité de tes blessures? Oui. Enfin, surtout, j'ai pris conscience de la jambe, parce que la jambe, ça se voit. Puis en plus, j'avais un trou, comme c'est une fracture ouverte où il y avait du sang qui sortait, donc là, il y avait pas photo, quoi. Les côtes cassées, je l'ai senti parce que quand il a tapé, forcément, quand tu te prends le choc sur le truc, ça, t'as un souffle, voilà, tu le sens. Par contre, le bras, je m'en suis rendu compte après. Parce que quand j'ai dû m'appuyer dessus pour aller vers la route, j'ai senti que ça bougeait à l'intérieur. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'avais le bras cassé parce que je m'en étais pas rendu compte en fait dans la follow, je me suis pas rendu compte du truc et puis donc quand j'ai posé mon bras, si tu veux, derrière mon dos pour aller vers la route, je me suis rendu compte que ça bougeait dedans, quoi. Donc je me suis dit, mais bon, heureusement j'en avais un sur les deux qui tenait, donc ça m'a permis j'ai continué à m'appuyer dessus, quoi. Ouais, est-ce que tu as dit cubitus, mais pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le cubitus c'est au niveau de l'avant-bras, il y a le radius et le cubitus, et donc du coup c'était le cubitus que tu avais de cassé. C'est celui, tu sais, c'est celui qui est devant quand tu mets ton bras pour te protéger, tu vois, c'est celui qui est proche de la personne qui te tape, en fait, c'est pas celui de derrière. Ouais. Donc, côté petit doigt. C'est ça, côté petit doigt, exactement. J'ai plus facile à voir. Voilà, écoute, l'agression, c'est ça. Et puis après, ça a été Alors, les temps, je les ai estimés parce que tu sais, quand il n'y a pas de montre et puis ça te paraît très, très long, en fait, tout ça, hein. Tu avances pas parce que quand tu te déplaces en marche arrière sur tes bras, tu fais par 10 cm, quoi. Donc, ça paraît une éternité. Mais bon, voilà, comme je t'ai dit dans mon message, ce que je voulais partager, c'est tout ce que m'a apporté le sport que j'ai fait, et notamment mes trails un peu longs où tu sais que tu faut que tu ailles au bout, il faut que tu avances, quoi. Et là, pour moi, il n'y avait pas d'alternative. Si tu veux, il n'y avait pas à réfléchir, il n'y avait pas à me poser de questions, il fallait y aller, quoi. Contrairement à un trail où tu peux t'arrêter au ravito, là c'est une question de survie, quoi. Donc tu développes en plus une force mentale qui est d'autant plus importante, j'imagine. Écoute, tu sais, je reculais, mais bon, j'étais quand même pas physiquement au top.
Et à un moment, j'ai eu un gros coup de fatigue et j'ai posé mon dos, si tu veux, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, tu peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes et que tu t'endors, il y a de fortes chances que tu te réveilles pas et que tu meurs sur le chemin, quoi. Donc après ça, je me suis redressé et dans ma tête, comme tu te dis en trail, avance, 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 n'arrête pas, un pas devant l'autre et tu arriveras au bout. Ben, j'ai fait pareil. J'ai reculé, 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 reculé jusqu'à que, en plus, ce qui fait drôle, c'est que il y avait une route. Les gens, je les vois passer, quoi. Mais eux ne voient pas quelqu'un dans une piste qui est au ras du sol, qui est tout sale, qui est pratiquement comme une tenue camouflage. Hein. J'avais de la terre partout, du sang. Donc les gens me voyaient pas. Donc j'essayais de faire des signes, mais personne me voyait. Et ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une période, c'était le Ramadan, c'était important aussi, parce que le Ramadan, il y a la rupture du jeûne, et à la rupture du jeûne, il n'y a plus personne sur les routes. Donc si je perdais trop de temps pour qu'on me trouve, plus personne ne serait passé sur cette route. Donc il y avait un risque aussi que j'arrive à la route, mais que personne me voit, quoi. Ah oui, ça veut dire que si à une certaine heure tu n'y étais pas rendu, il y avait une barrière horaire, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, on en revient à l'ultra. Il y avait une barrière horaire. Si j'atteignais pas avant la barrière horaire, je risquais d'avoir de gros problèmes. Puis là, tu peux pas négocier avec le bénévole, hein, c'est mort. Hein. Ah non, c'est mort. Ah, c'est mort, c'est l'occasion de le dire. Bon, désolé, hein, Non, mais il vaut mieux. De toute façon, j'en rigole. Hein, j'ai pas de tabou là-dessus. Hein, j'ai pas de. Donc voilà. Écoute, tant bien que mal. J'ai reculé, j'essayais de faire des petits signes, j'essayais de bouger le bras, mais c'est pareil, tu te rends compte que les gens dans les voitures, ils regardent la route devant eux, les gars qui étaient en moto ou en mobilette, ils ont des casques, donc le champ de vision, il est très faible, hein, ils ne voient que la route. Et à un moment, j'étais pas trop loin de la route, j'ai vu un gars qui arrivait, qui avait pas de casque, j'ai fait des signes. Je l'ai vu tourner la tête, me regarder, puis redresser la tête. Mais moi, j'arrivais pas à me tourner des deux côtés. J'avais un côté où je pouvais me tourner, l'autre, j'arrivais pas. Et donc, voilà, je me suis dit, j'espère qu'il m'a vu, et il m'a vu. Donc, j'ai entendu sa mobilette s'arrêter à côté de moi, et là, c'était la libération, en fait. Je me suis allongé par terre. Je me suis allongé, j'ai juste baissé mon dos, hein, tout simplement. Il y avait un petit caillou dans le dos, j'ai essayé de me déplacer, mais j'arrivais plus. Donc, je suis resté un peu. Et puis après, partant de là, on est rentré dans le cycle gendarmerie, ambulance. Et puis voilà, on m'a ramené. J'ai réussi. Alors, une chose aussi, c'est un peu moins important en Europe parce que vous avez des numéros d'urgence, vous avez le SAMU, vous avez tout ça. Mais pour prévenir quelqu'un, à l'heure actuelle, avec nos téléphones portables, on ne se rappelle pas des numéros de portable. Donc, quand il a fallu que j'appelle quelqu'un, parce que ce gars-là, heureusement, avait un téléphone, lui s'est occupé d'appeler la gendarmerie, mais moi, il fallait que j'appelle quelqu'un. Et heureusement que ma femme a le même numéro de téléphone depuis de nombreuses années, mais c'est le seul numéro de téléphone que je connaisse, en fait. Donc, c'est vrai que si j'avais pas ce numéro de téléphone, je peux appeler personne. Quand on n'a pas nos portables, on n'a plus nos numéros de téléphone dans la tête, quoi. Ah, bien sûr, hein, tous pareil. Hein. Je pense que là, actuellement, c'est pareil. Il n'y a que le numéro de ma femme que je connais par cœur. Voilà. Donc, c'est ce que je dis à tous mes copains maintenant. Je dis, écoutez, essayez d'apprendre au moins un numéro. Voilà. Qui reste dans votre tête. En cas de besoin, ça peut toujours servir, quoi. Alors, attends, parce que je suis allé qu'une seule fois au Maroc, c'était à Fès. Du coup, je connais très peu ce pays. Mais tu dis qu'il n'y a pas de numéro d'urgence ? Si. Non, mais il y a des numéros d'urgence. Il y a le numéro de la gendarmerie, il y a le numéro des numéros des pompiers, il y a des numéros d'urgence. Hein. Oui. Si tu veux, c'est juste que moi, pour prévenir ma famille, je pouvais pas, quoi. Ah oui, d'accord. Pardon, j'avais pas compris. Si tu n'as pas ton numéro, voilà. Ok. Du coup, ce brave jeune homme contacte les services de secours et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc la gendarmerie arrive.
La gendarmerie, bon, ils peuvent pas faire grand-chose. Hein. Ils appellent donc eux appellent une ambulance. Moi, sur ces entrefaites, j'ai réussi à appeler ma femme. J'ai essayé d'avoir la voix la plus normale possible parce que je voulais pas qu'elle s'affole en fait. Parce que, enfin voilà, tu veux pas que ta femme elle s'affole trop en fait. Donc j'ai essayé d'avoir la voix la plus normale possible. J'y ai dit que j'avais été agressé, mais que j'avais la jambe cassée. Je voulais pas lui dire mon état réel. Bon, a priori, j'avais pas une voix aussi tranquille que ça, parce que quand elle m'a entendu parler, elle a cru que j'étais à moitié mort. Donc là, elle a appelé un ami à moi. Et après, donc tous mes copains, parce que moi je fais partie d'un club de running ici, où il y a beaucoup de Marocains qui savent comment ça marche, comment gérer tout ça. Donc c'est tous mes copains qui m'ont pris en charge en fait, hein, et qui se sont occupés parce que les hôpitaux au Maroc, bon, c'est pas non plus le top. Il vaut mieux aller dans des cliniques. Mais quand on se fait prendre par une ambulance des pompiers, on est obligé d'aller dans un hôpital. Une ambulance publique ne peut pas t'amener dans une clinique privée. D'accord. Donc, on a eu la chance d'avoir tous ces amis autour de nous qui ont tout pris en charge en fin de compte, et ils ont contacté l'ambulancier, ils ont contacté un autre ambulancier, donc l'ambulance m'a amené à l'hôpital. De l'hôpital, j'avais une autre ambulance qui m'a récupéré, qui m'a amené dans une clinique dans lequel j'ai un ami coureur qui est médecin, et il m'a pris en charge tout de suite, quoi. Donc je suis arrivé, et puis j'avais le staff était prêt, tout était prêt, ils se sont occupés de moi, ils m'ont remis en état, et j'ai été opéré le lendemain matin. Et donc maintenant, j'ai une tige en titane dans la jambe gauche, qui a fait office d'os pendant tous les mois où j'ai été immobilisé. J'ai une plaque en titane dans le bras avec des vis. Et puis après, bah voilà, tout le reste. Bon, les côtes, ça se répare vite, hein. C'est 3 semaines, c'est fini. Les petites plaies, ça se répare. Mais bon, petite anecdote, quand ils sont venus m'enlever les points, j'ai eu 42 points. 42 points, c'est un marathon, c'est un signe. C'est ce qu'on s'est dit avec ma femme quand l'infirmier il est venu à la maison, il m'a enlevé les points, il a dit combien il y en a, il a dit 42. Je dis bah c'est bon, c'est un signe. Je serais obligé de refaire un marathon dans ma vie. Il coûte cher celui-là. Voilà, écoute, tout ça. J'ai une petite anecdote aussi que je voudrais raconter qui m'est arrivée pendant que j'étais en train de ramper, parce que celle-là elle est mignonnette. J'étais en train de ramper là, et sur le côté gauche, je vois une toute petite tortue, mais tu sais, un bébé tortue, hein, il devait faire 2 centimètres et demi, hein. Et je la vois, elle avançait, et puis elle s'est mise sur une petite branche. Et la pauvre, elle arrivait pas à basculer, tu sais, elle était en porte-à-faux, elle avait la branche au milieu, et les pattes avant, les pattes arrière, elle était en bascule. Et moi, dans ma tête, je l'ai regardée, et je lui ai dit, écoute, je pouvais pas revenir en arrière, si tu veux. Je l'avais dépassée, et avec la jambe que j'avais, je pouvais pas aller dans l'autre sens. Et je lui parlais, et je lui disais, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Je peux pas t'aider, parce qu'il aurait fallu que je la pousse un petit peu, tu vois, pour qu'elle reparte. En fait, quand je l'ai observée, elle a réussi à repartir aussi. C'était peut-être un petit signe que j'arriverai au bout, comme elle a réussi à dépasser le petit bâton pour retourner dans la campagne, quoi. Ah, c'est mignon ça. Voilà. Et alors, pendant ça a duré un peu moins d'1 heure. Le moment où tu as rampé. Oui, c'est ça, ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu te dis quand c'est comme ça? Est-ce que tu refais toute ta vie comme certains disent? Est-ce que tu as peur? Comment est-ce que tu fais pour gérer la douleur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Écoute, tu vois, le truc qu'il y a, c'est que tu te rends compte dans des cas comme ça qu'on a une machine entre les mains qui est d'une sophistication impressionnante. Et c'était un peu pour ça aussi que je voulais partager mon histoire, parce que la majorité des gens, ils ont cet outil dans la main qui est impressionnant. Et ils s'en servent pas. Enfin bon, comme je m'en suis servi, il vaut mieux pas, d'accord, mais au moins entretenir. Tu sais, j'ai aucun souvenir de douleur
de ces 45 ou 50 minutes que j'ai passées à ramper. Rien. Pas de douleur. L'esprit, le corps, il se dit, il faut y arriver, j'enlève tout. J'ai pas eu mal. Je sais que j'ai eu mal parce que quand les gendarmes m'ont retrouvé et que l'ambulance est arrivée avec un ambulancier, tu sais, j'avais en trail, j'avais des S-Lab Ultra 3, tu sais, c'est avec les chaussettes élastiques. Ouais. Donc ça tient super bien le pied. Et cet ambulancier a eu la bonne idée de vouloir m'enlever la chaussure. Donc tu vois un petit peu comment il faut tirer sur un pied déjà en temps normal pour l'enlever. Alors quand le mec il a tiré dessus, alors que j'avais le tibia et le péroné cassés, je sais que j'ai hurlé, je m'en rappelle, mais j'ai aucun souvenir de douleur, jamais. La douleur a été absente. Et ça c'est juste notre esprit, notre mental qui a fait ça, ou tous des mécanismes qui se mettent en place. Parce que c'est une situation d'urgence et qu'il faut gérer ça, il faut arriver au bout et le corps ou le mental te dit bah t'as pas mal et j'ai pas eu mal. C'est surprenant et c'est là que tu te rends compte de ce qu'on a entre les mains, quoi. Et alors tu dis que ta préparation en trail t'a finalement presque préparé à cet événement? Oui, c'est ce que je dis. J'ai pas fait une prépa trail, j'ai fait pendant toutes ces années une prépa agression en fait. Parce qu'au niveau mental, si tu veux, il faut aller au bout. Il y a pas d'option, quoi. Quand tu te retrouves dans ton trail au 50e kilomètre et qu'il t'en reste 25 et que tu es mort et que tu es fatigué et tu te dis, bah, de toute façon, tu arrêtes pas, quoi. Et là, je me disais la même chose. Tu continues, tu vas arriver au bout. À un moment ou à un autre, tu vas y arriver. Il y a pas de doute. J'avais pas de doute là-dessus que j'allais y arriver. Il y a ça et il y a le fait aussi que quand tu fais du sport, tu as ton taux ta quantité de sang dans le corps. Je sais pas si c'est peut-être une image, hein, je suis pas docteur, qui est plus importante. Donc ça permet aussi d'en perdre plus. Enfin, c'est pas. Ouais, je ce que tu veux dire. Voilà, mais c'est ça si tu veux. Donc tout le sport que j'ai fait, aussi bien au niveau mental que physique, c'est mon physique aussi qui m'a permis de pouvoir forcer comme ça sur mon corps pour arriver jusqu'au bout. Si j'avais été peut-être une personne lambda qui faisait pas de sport, me faire agresser comme ça, j'aurais peut-être pas eu les capacités physiques d'arriver à cette route, quoi. Et de tenir après pour arriver jusqu'au bout à mon opération et tout ça, quoi. Il y en a qui vont te dire si tu faisais pas de sport, tu te serais pas retrouvé là, un vélo. C'est vrai aussi. Mais bon, c'est vrai aussi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis et du coup tu penses que quelqu'un qui ne fait pas de sport dans ta situation, il se serait retrouvé Oh, je pense oui. Comment? Ouais, je pense qu'il aurait peut-être pas. D'abord, il aurait peut-être pas eu la volonté qu'il faut pour arriver au bout, parce que c'est quand même particulièrement difficile. Parce que voilà, il a fallu que je force sur mon mental pour arriver au bout, parce que t'as qu'une envie, c'est de t'allonger, quoi. T'as qu'une envie, c'est de t'allonger et que ça s'arrête, que ça finisse. Tu vois, et il faut pas. T'as pas le droit. T'as aucun droit. T'as pas le droit de t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, c'est fini pour de bon, quoi. Donc il faut aller au bout. Tu t'arrêtes pas. Et si quelqu'un qui aurait peut-être pas le mental que j'avais eu ou que j'ai acquis avec le temps dans toutes mes courses, bah, il se serait peut-être arrêté au bout d'un moment en disant bon bah ça y est, c'est fini, je peux pas, j'arrive pas, je suis fatigué, j'ai mal au bras ou mon os bouge dans mon bras droit, donc ça me fait trop mal, j'arrête, ou je sais pas. Enfin, moi je sais que j'ai eu des sensations un peu comme quand je faisais mes trails longs, quoi. Des moments où tu en peux plus, que tu as qu'une envie, c'est de t'arrêter, de tout jeter, de dire voilà, j'en ai marre, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, j'arrête tout ça, tu sais, tous les trailers un peu connaissent ce moment où tu te dis qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et là, j'avais pas le droit, quoi. Et c'est cet entraînement, si tu veux, je pense, qui m'a permis d'arriver au bout, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, t'as eu combien de temps où tu as dû être, j'imagine, alité? Comment ça a été la suite? Écoute, j'ai passé 5 jours 4-5 jours à la clinique. Euh, Par contre, donc j'ai eu la chance d'avoir de très bons médecins, notamment mon copain qui s'est occupé de moi et qui a été un ange gardien, si je peux dire, qui m'a protégé, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe le mieux possible. Et dans les opérations comme ça, quand il y a des tibias péronés cassés, il y a deux options. Il y a l'option qu'ils m'ont fait avec une tige en titane, si tu veux, qui va du genou à la cheville. Et ils remettent l'os autour, et si tu veux, l'os se reconstruit autour de cette tige en titane. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide, mais il y a quelques risques. Mais on le fait. Bon, il l'a fait pour moi parce qu'il sait que je suis sportif et que je voulais pas passer un an comme ça. Ou alors il y a le système de broche. Tu sais, tu as déjà vu les gens qui ont des tiges en fer qui sortent de la jambe. Il y a cette option là, quoi. Donc ils ont discuté beaucoup, lui et le chirurgien, pour savoir quelle était l'option la meilleure. La mienne est peut-être a priori un peu plus risquée, mais vu ma condition physique et tout ça, ils ont estimé que c'était la bonne. Donc ça finit plus vite. Donc moi je suis resté au bout de 4 mois, je suis resté chez moi assis en fauteuil roulant ou sans rien pendant près de 4 mois, je crois. Après j'ai eu le droit aux béquilles, tu sais, mais sous les bras, pas aux béquilles au poignet, parce que j'avais l'os du bras qui n'était pas encore suffisamment fort pour m'appuyer dessus. Bon, sur ces entrefaites, j'ai pas eu de bol. J'ai fait une embolie pulmonaire et une thrombose de la jambe gauche. Donc, donc bien sûr, heureusement, pareil que j'ai cet ami médecin qui est très pointilleux et qui m'a fait faire des analyses et qui s'est rendu compte de ce que j'avais. Donc voilà, je suis re-rentré 5 jours en clinique pour me fluidifier le sang et tout ce qui va bien. Là, je suis rentré à la maison. Alors là, j'ai eu 3 semaines où vraiment je n'avais pas le droit de bouger, parce qu'avant, je me déplaçais avec la chaise roulante, tu te déplaces. Là, j'ai eu 3 semaines où complètement arrêté. J'avais pas immobilisation complète, parce que comme tu as des petits cailloux dans le sang, si tu bouges, tu as trop grande circulation et ça risque d'atteindre le cœur ou autre chose. Et donc arrêt complet. Et à la suite de ça, quand c'était fini, on m'a dit c'est bon, tu peux reprendre le sport. Donc ma jambe n'était pas encore consolidée complètement, mais j'ai eu le droit de faire du vélo d'appartement et de la piscine. Donc là, je me suis lancé en bon sportif un peu excessif, je dirais. J'ai commencé par faire du vélo d'appartement et j'ai repris pratiquement mes 5 entraînements par semaine direct. Bon, au début, c'était 15 minutes, hein, mais voilà, donc j'ai recommencé par le vélo d'appartement et la piscine. Donc je me suis mis beaucoup à nager. Et au bout de 6 mois, alors c'est marrant parce que c'est pratiquement 6 mois, jour pour jour, presque à l'heure près, involontairement. Je suis allé voir mon traumato qui m'a fait mes radios et qui m'a dit « Monsieur, vous êtes guéri. » Tout va bien. Donc c'était marrant parce que j'ai été agressé le 12 avril. Le 12 octobre, il m'a dit « Vous êtes guéri, maintenant, vous jetez les béquilles et puis vous reprenez votre vie normale. » quoi. Donc ça fait drôle. Ça a été beaucoup d'émotions. Ma femme et moi, on était en larmes, j'imagine. Et puis après, bah écoute, voilà, reprise de la marche, reprise du vélo en extérieur. La course à pied, j'ai mis un peu de temps quand même parce que j'avais perdu beaucoup de muscles. Beaucoup de muscles, hein, la jambe gauche. J'ai eu énormément de chance parce qu'aucune articulation n'a été touchée. Donc après, c'était juste, voilà, il fallait que l'os se consolide et il fallait que je retrouve une musculature à la jambe gauche, quoi. Hein. Donc voilà, donc pendant plusieurs mois, ça a été la marche. Je faisais un peu de muscu, beaucoup de vélo. Le vélo m'a fait du bien, beaucoup de natation. Et puis, je me suis remis à courir. J'ai fait mon premier footing avec mon fils le 23 décembre. Cadeau de Noël.
Voilà, cadeau de Noël avec mon fils en plus, donc ça m'a fait plaisir. En plus, il a jamais trop aimé courir, mais là, il avait pris ses affaires pour courir avec moi, donc c'était sympa. Quel âge il a? Et il a 25 ans cette année. Il s'appelle comment? Elliot. Eh bon, salut Elliot. Voilà. Il nous écoutera, je suis sûr. Ouais, je pense, ouais, quand je lui dirai. Et puis voilà, donc j'ai repris la course à pied le 23. Et après, donc je me suis mis à courir doucement. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune que je connaissais depuis très longtemps, qui était kiné, qui a fait ses études de kiné en Espagne. J'ai regretté un peu de ne pas l'avoir contacté plus tôt parce que il m'avait dit, déjà, il était venu me voir en clinique, il était venu me voir à la maison, il m'avait dit, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et puis bon, après, dans tout ça, je l'ai oublié, mais début janvier, je l'ai appelé pour savoir s'il faisait, parce que le terme réathlétisation, pas très connu ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Et lui, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, oui, oui, écoute, moi, je peux m'occuper de toi. Donc maintenant, c'est lui qui s'occupe de moi, donc il m'a pris en charge, j'ai fait mon premier 10 sans m'arrêter, et puis là, voilà, le 28 janvier, j'ai fait mon premier semi, sans m'arrêter. Donc, sans pause, sans marcher, sans rien. Donc, ça m'a fait un bien énorme. C'était pas prévu parce que j'étais parti, je voulais faire une petite sortie de 10-15 kilomètres. Et puis, comme j'avais une copine qui devait faire ce semi, c'est le semi de Marrakech. Elle m'a dit, écoute, je te file mon dossard. Et puis, tu vois, hein, si tu fais 15, tu fais 15. Si tu peux faire plus, tu fais plus, quoi. Et puis voilà, je suis parti. J'ai eu la chance d'avoir un autre copain qui court très bien et qui fait ce semi pour s'amuser. Donc c'est un organisateur de courses au Maroc là qui fait de superbes trails d'ailleurs. Qui part souvent quand il fait des courses comme ça, il part de derrière et il remonte comme ça, il rencontre tous les copains, il discute avec eux, tu sais. Et puis voilà, il est tombé sur moi. Il est tombé sur moi au 6e ou au 7e kilomètre. C'est un gars qui parle beaucoup. Alors, en fait, il m'a parlé tout le temps. On a parlé tout le temps. Et en fin de compte, je suis arrivé au bout du semi. Bon, j'ai commencé à avoir un peu mal aux jambes quand même au 19e, parce que j'avais les cuisses un peu fatiguées, je dirais. Mais écoute, grâce à lui qui m'a parlé tout le temps, ben, je suis arrivé au bout du semi. C'est passé très vite, quoi. C'était quand ça? Il y a une semaine, c'était le 28 janvier. Ah oui, ok. Donc ça veut dire que en moins d'un an, après avoir eu un tibia péroné, c'est ça. T'arrives à refaire un semi, quoi. Ouais, et puis un mois après la reprise de la course. Parce que j'ai repris le 23 décembre et j'ai fait mon premier semi le 28. Et c'est là que je dis, on entend souvent que le corps a une mémoire. Mon corps, il a de la mémoire parce que c'est quelqu'un qui commence à courir le 23 après 8 mois d'arrêt. Il peut pas faire un semi en un mois si le corps, il a pas mémorisé certaines choses, quoi. Ouais, je prends souvent cet exemple sur les femmes enceintes qui, une fois avoir accouché, se remettent au sport très rapidement pour celles qui étaient très sportives avant et qui, juste après l'accouchement, arrivent à se remettre au sport très vite. Alors, évidemment, on va me sortir des cas particuliers, mais c'est ce que j'ai constaté dans mon entourage, c'est que les femmes qui sont très sportives, elles arrivent à déjà durer beaucoup plus longtemps pendant la grossesse à faire du sport, et puis juste après la naissance, pouf, elles sont reparties. Et là, finalement, c'est un petit peu un parallèle. Alors, c'est peut-être un parallèle un peu foireux que je suis en train de faire, mais que toi, tu as vécu avec ton accident et une fois qu'on t'a dit, bah, c'est bon, vous pouvez repartir, et hop, c'est reparti comme presque si de rien n'était, quoi. Oui. Et en plus, bon, il y a aussi le fait que voilà que j'aime m'entraîner et que voilà, je bosse, quoi. Je veux dire, ça se fait pas non plus. Voilà, j'ai fait beaucoup d'entraînement, je fais de la muscu, je fais du renfort à la maison, je fais des étirements, je fais des exercices de mobilité. Enfin, j'ai repris le sport, je fais du sport presque tous les jours, quoi. Pour arriver à ça, ça s'est pas fait non plus en un claquement de doigts, quoi. Il a fallu que je bosse pour y arriver. Et puis bon, j'aime ça, donc c'est pas non plus, c'est pas un problème en soi, hein. Au contraire. Mais bon. Et alors aujourd'hui, quand tu vas justement t'entraîner et que tu vas sur des petits chemins, peut-être en forêt, comment ça se passe mentalement pour toi? Bah écoute, on est retourné dans cette forêt début décembre, je crois, pour faire une sortie en vélo. Bon, maintenant j'ai obligation par ma femme, sinon elle me casse la deuxième jambe. Parce que si je vais là-bas, il faut qu'il y ait au moins presque 10 personnes.
Les gardes du corps. Voilà. Non, ma femme a eu beaucoup plus de mal peut-être que moi, parce qu'elle est venue avec moi quand on a fait cette première sortie là-bas. Écoute, après, tu sais, moi, j'ai pas de ressenti particulier. Voilà, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça aurait pu m'arriver à Casa, ça aurait pu m'arriver à Paris, je pense. Ça aurait pu m'arriver n'importe où dans le monde. C'est des choses qui arrivent. Et puis, voilà. Après, j'ai mis un peu plus de temps à repasser sur l'endroit de l'agression. Je suis repassé une fois depuis ça. Ça m'a permis de voir, parce que je voulais retourner pour essayer d'estimer la distance que j'avais parcourue, tu sais. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai pressé le lap de ma montre à la route et j'ai repressé le lap de ma montre. Et en fin de compte, ça fait 600 mètres. Quoi. Donc, j'ai mis 45 minutes pour faire 600 mètres. Quoi. T'as fait un segment Strava ou pas? J'aurais peut-être dû essayer, ouais. Mais bon, avec 40 minutes, je l'aurais pas gardé longtemps. Bah, par contre, on peut te décerner local légende quand même là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux gus là? On les a retrouvés. Bah écoute, ils les ont retrouvés 5 heures après, je crois. Tu vois? Ah ouais, ça a pas traîné. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était des jeunes ils étaient connus, je pense, des services de police. Et puis là, bon, la police marocaine, de ce côté-là, est d'une efficacité redoutable. Ils ont mis tout en place pour les retrouver. Et je te dis, j'étais agressé en fin d'après-midi. Je pense qu'à 1h du matin, ils étaient en prison, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, non, ils étaient en prison et ils ont tout récupéré. Ils ont récupéré ma montre que les gars avaient cassée parce que, tu sais, ils avaient peur de la localisation. Donc, ils l'avaient cassée à coups de cailloux, mais ils me l'ont rendue. M'ont rendu mon portable, c'est pareil. Les gars, ils l'avaient cassé en morceaux parce que les iPhones, ils peuvent pas les craquer et ils avaient peur de la localisation. Ils ont retrouvé mon vélo qui avait été vendu 2 fois, je crois, ou 3 fois. Mon VTT, parce eux l'ont vendu à un gars, qui l'a revendu à un autre, qui l'a revendu à un autre, et ils ont retrouvé mon vélo, je crois, à près de 200 km de Casa, quoi. Donc ouais, là, donc les gars sont en prison pour l'instant. Donc ils ont fait tout ça pour. Mon vélo, ils l'ont vendu l'équivalent de 60 €. Voilà. Donc tout ça pour 60 €. Voilà. En gros. Te faire meurtrier pour 60 balles, quoi. Oui, et puis en plus, c'était pas un vélo, c'est un D4, mon vélo, tu vois, c'est pas un vélo carbone de la mort, quoi. Hein. C'est un D4. Donc, c'est un bon vélo, mais c'est pas non plus une usine à gaz, quoi. Hein. Ils se sont excusés, au moins, ils ont eu des remords un peu envers toi. Ou... Je les ai pas vus et je veux pas les voir, en fait. Ouais. Donc, le procès n'a pas encore eu lieu, ils sont en prison depuis. J'ai un avocat qui repousse un petit peu le truc. Moi, la condition, c'était que je veux pas les voir. J'ai pas particulièrement de ressenti envers eux parce que pour moi c'est deux pauvres gamins en fin de compte. Un il sortait déjà de 3 ans de prison, donc je veux dire il a 21 ans, il sortait de 3 ans de prison, donc il est rentré en prison à 18, il sort à 21, il est sorti de prison au mois de janvier, en avril il me fait ça et il retourne en prison. Là ils sont accusés de tentative de meurtre, donc ils vont s'en prendre pour 20 ans. Le deuxième, il a 20 ans. Ils n'ont pas de parents. C'est la société qui engendre des gens comme ça. Il y a rien à en tirer en fait de ces pauvres-là. T'as plus pitié d'eux que de la colère, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors les gens nous disent, c'est vrai que quand on touche à quelqu'un qui t'est proche, tu as tendance à avoir de la haine, tu vois. Mais comme ça m'a touché à moi, j'ai pas de haine. J'ai plus, voilà, comme tu dis, plus de la pitié pour ces deux gars qui... Et ma femme est pareil que moi, si tu veux. On n'a pas vraiment de haine. C'est la société qui a généré des bêtes, si tu veux, parce que ça, c'est, voilà, pour faire ce qu'ils ont fait, me taper comme ils m'ont tapé, c'est pas normal. Oui, un être humain normal ne fait pas ça, quoi. Non, et puis, ta conscience te rappelle quand même au bout d'un moment que tu es en train de faire de la merde, là, quoi. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que ils sont partis les deux là, et au bout d'un moment, j'étais en train d'avancer tant bien que mal, et il y en a un qui arrive à côté de moi. Alors je lève la tête,
Je le regarde, il me donne pas ma clé de voiture. Alors je le regarde et en arabe, je dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? Il me dit ben comme ça tu peux aller à ta voiture pour rentrer chez toi. J'ai dit mais tu vois pas la jambe que j'ai là? J'ai dit je peux pas aller à ma voiture elle est à 10 km d'ici donc et je lui ai redemandé de me prêter un téléphone, moi je avais peut-être déjà cassé l'autre. Il m'a dit non et par contre il m'a tapé mon alliance parce que comme je lui ai donné ma main gauche pour prendre ma clé, il a vu mon alliance et il m'a dit donne-moi ta bague. Mais non. Donc je lui ai donné ma bague, quoi. Mais donc c'est surprenant, tu vois, le mec il vient me rendre mes clés de voiture, quoi. Voilà. C'est lunaire, c'est lunaire. Donc voilà, écoute, après bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir mon épouse qui s'est super bien occupée de moi, plus tous mes copains qui sont venus et puis en plus bon dans le monde de la course à pied, je crois que ça a touché beaucoup de gens qui s'entraînent dans cette forêt parce que c'est une forêt qui est tout proche de Casa où tout le monde s'entraîne en fait. Donc ça a touché beaucoup de gens et à la clinique où j'étais les copains arrivaient et les gens ils les regardaient, enfin les gens de la clinique ils le regardaient, ils disaient 404. C'est le numéro de ma chambre, quoi. Ils demandaient même pas Eric ou quoi, ils disaient 404. Il y a eu un monde. J'ai eu des tonnes de chocolat. J'ai la maison qui était remplie de chocolat. Enfin bon. Non, j'ai été super bien entouré et ça m'a bien aidé aussi tout ça. Tous mes copains proches, plus tous les anonymes qui sont venus qui m'ont envoyé des messages, qui sont venus me voir à la clinique, qui ont discuté avec moi. Enfin bon, voilà. Donc j'ai eu j'étais très très bien entouré et ça m'a permis de passer un petit peu tous ces moments difficiles de façon relativement bonne. Et puis bon, je suis d'un tempérament assez positif, donc j'essaie de regarder devant et je savais que c'était qu'un os cassé en fait et que je retrouverais toutes mes capacités. Et donc mon objectif c'était d'arriver à me refaire un trail et de reprendre mes entraînements et de reprendre mes objectifs d'ultra si j'y arrive ou de trail long ou voilà. Donc là j'ai mon premier trail de 21 km là le 28 février. Et puis voilà, et j'ai des objectifs pour le mois de juin et je me fais 10 objectifs pour l'instant à 6 mois, mais bon. On va avancer et de toute façon, il faut avancer quoi. Et on fait confiance à Eric pour bien te préparer sous ses objectifs petit à petit. Ouais. Non, il était au courant, il a été d'un grand soutien lui aussi. Il m'a envoyé des messages. Et puis quand il a fait le marathon des sables, j'étais immobilisé. Et j'ai une amie qui l'a fait aussi. Et donc ils m'ont fait un petit film tous les deux, tu sais. C'était marrant quoi. De voir mon ami avec Eric sur le MDS en train de m'envoyer un petit message sympa. C'était sympa, c'était marrant, ouais. Tu parles souvent t'as parlé pas mal là de la force mentale et des capacités incroyables du corps. Quel message tu voudrais passer ou transmettre aux auditeurs qui n'ont pas réellement encore conscience du respect de son propre corps et puis des capacités qu'il a? Écoute, moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a une machine extraordinaire qui a des capacités qu'on n'imagine même pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je souhaite pas aux gens d'atteindre les capacités que j'ai dû atteindre moi, mais faisons attention à notre corps, quoi. Préservons-le en faisant du sport, pas tout seul dans une forêt, d'accord, mais un minimum de sport pour l'entretenir et avoir conscience de ce qu'on a. Avoir conscience, ne pas traverser la vie comme beaucoup de gens en faisant, voilà, je vais travailler, je rentre à la maison, je dors, je mange, je repars. On a quelque chose de plus, quoi. Il faut en prendre soin de tout ça. Et il faut en prendre conscience, je dirais. Et si jamais il y a des auditeurs là qui sont en train de nous écouter, qui sont peut-être à ta place, Eric, d'il y a 6 mois, peut-être en train de traverser une période difficile, peut-être à cause d'une blessure physique ou un autre type d'épreuve, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, quelque chose que toi, tu aurais bien aimé entendre pendant cette période? Le message que j'ai à passer, c'est regarder devant. Avec la force de la volonté, en travaillant son physique, on arrive toujours là où on veut. J'en ai toujours été persuadé. Et c'est ce que je dis à tous les amis amis féminines ou masculins.
qui veulent se lancer dans des courses longues et qui disent ah, j'en ai pas les capacités, je peux pas. On peut. Il suffit de vouloir, de s'en donner les moyens et on arrive au bout. Donc même si on est blessé, même si on a une blessure grave, à force de volonté, de toute façon on le voit dans des gens qui ont perdu une jambe et qui se mettent une prothèse et qui vont courir quand même, on le voit. Et c'est ce que je me disais moi, je me disais il y en a qui sont pires que toi. Il y en a qui ont perdu une jambe, il y en a qui ont perdu un bras, il y en a qui ont perdu autre chose et ils se battent et ils y arrivent. Donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas toi. On peut tous y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Force de volonté, il faut vouloir et s'en donner les moyens et on peut tout faire dans la vie. Tout. Il n'y a pas de limite. Tu sais, quand pendant que j'étais en train de ramper, il y a un moment, donc j'avais ma jambe qui était mon inquiétude à un moment, c'était l'amputation, si tu veux. Quand j'ai vu l'état de ma jambe, je me suis dit, voilà, j'y ai pensé un petit moment. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de bouger mon pied. D'accord? J'ai bougé mon pied a bougé. Je me suis dit, c'est bon, les nerfs sont là. Donc si j'ai mes nerfs, il suffira juste de retaper l'os et c'est bon, quoi. Si les nerfs avaient été touchés, ça aurait été plus dur. Mais on a toujours la capacité, même si les nerfs sont touchés, il y a des solutions, quoi. On arrive toujours à s'en sortir. Il faut juste vouloir. La volonté, en se disant qu'il y en a qui ont bien pire que nous, et on avance. Toujours regarder devant, en fait, c'est ça. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose aussi, c'est important des fois de prendre du recul sur tout ce qu'on fait qui nous semble tellement banal, naturel, le quotidien, c'est comme ça. Et d'oser parfois changer un petit peu ses habitudes, bousculer ses réflexes que l'on a des fois qui sont inscrits en nous depuis tellement longtemps et pour lesquels on ne réfléchit plus trop, on fait les choses un peu machinalement. Et finalement, il y a peut-être des fois mieux à faire, différemment, plus, moins. Enfin, chacun se sentira concerné peut-être par un sujet ou un autre dans ce que je dis. Mais en tout cas, le changement, c'est possible en fait. Et tout n'est pas juste comme, c'est pas comme ça, quoi. Ça, c'est pas la fatalité à chaque fois, quoi. Toujours moyen de s'améliorer, et de faire différemment, mieux, encore une fois. Tu sais, quand tu dis le changement, quand on a commencé à courir avec ma femme n'avait jamais fait de sport de sa vie, quoi. Je veux dire, autant moi, je passais mon temps à faire du sport, autant elle, c'était 0. Tu vois, quand je dis 0, c'est 0, quoi. Et elle s'y est mise. Et ben maintenant, on a fait une course dans le désert de 100 km en 3 jours. Elle a fait le marathon de New York. Elle fait des trails régulièrement de 21 km, 25 km. On fait des courses VTT. Elle a décidé de changer un jour et voilà, quoi, on y arrive. Chacun a son rythme, chacun a sa manière, plus ou moins rapidement. Mais on peut y arriver. Eh ben, en tout cas, Eric, ton histoire, elle était assez poignante quand même, hein. J'ai rarement eu des drames, je sais pas si j'en ai eu d'ailleurs sur le podcast aussi, enfin du moins des agressions comme ça, j'en ai jamais eu, je crois. Pourtant 300, presque 300 épisodes sur le podcast. Celle-ci, on me l'avait encore jamais faite. Écoute, en tout cas, moi j'ai adoré ton témoignage parce qu'il est prenant et encourageant et avec un message derrière. Et c'est tout ce que j'aime sur ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôturer? Non, rien de particulier. Je te remercier de m'avoir permis de témoigner parce que, comme j'ai dit, j'avais envie de témoigner de tout ça, mais je savais pas trop comment faire. J'avais pas de moyen particulier de le faire. Et puis bon, voilà, comme je t'écoute régulièrement, et puis je sais que voilà que tu es assez naturel dans tes discussions, je me suis dit tiens, pourquoi pas lui envoyer un message. De toute façon, et puis en plus c'est pareil, qui ne tente rien n'a rien. Donc je me suis dit je lui envoie ce message. Il me répondra parce qu'il répond toujours. Si ça l'intéresse pas, il me dira non. Si ça l'intéresse, il me dira oui. Et je pourrais témoigner de tout ça et comme je t'ai dit, l'objet c'était pas de témoigner de l'agression qui reste un fait divers, mais c'était surtout de témoigner de tout ce que peut nous apporter
notre corps, faire du sport, courir, sortir, prendre l'air, tout ça, quoi. Ben, écoute, oui, tu as bien fait de me contacter. C'était mercredi, là on enregistre vendredi, et puis le podcast sera publié le samedi. Donc, non, bien sûr, encore une fois, merci de m'avoir contacté, merci de m'avoir fait confiance pour raconter ton histoire, parce que c'est pas simple de se livrer, d'avouer certaines difficultés qu'on a eues dans sa vie. C'est pas toujours simple et tout le monde ne le fait pas forcément avec autant d'aisance que tu le fais là. Donc merci de l'avoir fait, et puis chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous aura inspiré, vous aura incité à continuer de vous entraîner et à vous préparer, et j'espère que vous n'aurez pas à vous préparer à un accident comme celui qu'Eric a vécu, mais en tout cas continuez de vous préparer malgré parfois des difficultés qui sont inhérentes à notre pratique et à notre vie. Merci beaucoup Eric d'avoir participé à cet épisode de l'Instinct Outdoor, c'était passionnant, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.